Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire sur le Brexit. Donc, nous allons commencer la présentation. Enfin, du moins, on va attendre que notre collègue présente le CLES et après, on pourra présenter notre présentation, enfin le Brexit, et répondre après à vos questions. Donc, bonjour Christine. Voilà. Parfait. Merci Christine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je me présente Christine Leleu et je suis ravie, au nom de l'UFE Grande-Bretagne, de vous accueillir aujourd'hui. Un grand merci à nos deux intervenantes du CLES, Armelle Benardo, directrice, et Aurélie Brière, directrice des affaires juridiques. Alors, avant de laisser la parole à nos deux experts du CLES, j'aimerais vous dire un mot sur l'UFE et l'UFE Grande-Bretagne. L'Union des Français de l'étranger, c'est une association qui a plus de 90 ans, reconnue d'utilité publique depuis 1936, et son action repose sur trois principaux objectifs. Tout d'abord, fédérer les Français de l'étranger, les représenter et défendre leurs droits. Par ailleurs, vous informer et vous accompagner avant, pendant et après votre expatriation. Et enfin, développer des partenariats qui nous permettent de vous offrir des réponses, des services et des privilèges. Alors l'UFE, c'est une grande famille, c'est un grand réseau de Français, de francophones et de francophiles de par le monde avec plus de 170 représentations. L'UFE Grande-Bretagne fait partie de ce réseau. Nous organisons des conférences sur des sujets qui vous préoccupent, tels que la santé, la retraite, l'immobilier, la fiscalité. Et nous sommes bien entendu là pour vous informer, vous aider et répondre à vos questions. Donc, je vous encourage à nous rejoindre. Vous allez trouver sur le chat le lien pour consulter le site de l'Union des Français de l'étranger. Je vous encourage également à nous suivre via les réseaux sociaux et à prendre contact avec nous. Vous trouverez également sur le chat notre adresse email. Voilà. Bien, je vous remercie de votre attention. Bon courage à tous en ces temps qui sont bien difficiles. Et je cède la parole à Armelle et Aurélie. Bon séminaire. Merci. Merci beaucoup Christine. Merci également à l'UFE de nous avoir proposé cette opportunité de créer le premier webinaire du CLES. Nous avons choisi le thème du Brexit parce que nous recevons énormément de questions. Et donc, nous allons d'abord, dans un premier temps, vous présenter les grands principes qui ont prévalu au moment de la négociation de l'accord de retrait. Et ensuite, nous pourrons prendre vos questions. Les questions seront modérées par deux des collaborateurs du CLES, Sébastien et Laura, que je remercie. Et je vais commencer tout de suite. Je suis donc la directrice du CLES et je vais présenter ce séminaire avec Aurélie Brière, qui est la directrice des affaires juridiques du CLES. Alors, que s'est-il passé depuis le 23 juin 2016 ? Le 23 juin 2016, à la grande stupéfaction de ses partenaires, les Britanniques disent « yes » au référendum sur le Brexit. Après de longs reports, de longues négociations, de longs atermoiements qui ont duré donc 3 ans et demi, il y a signature de l'accord de retrait par trois personnalités, le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne, qui représentait donc l'exécutif européen, et le Premier ministre britannique. Enfin, après à nouveau de longues négociations et des rebondissements nombreux, l'accord est approuvé par le Parlement européen le 29 janvier 2020. Tout de suite après, quelques jours après, donc le 1er février 2020, le Royaume-Uni sort officiellement de l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la situation où le Royaume-Uni n'est déjà plus membre de l'Union européenne. Tout de suite après, l'Union européenne et le Royaume-Uni se mettent en ordre de marche pour négocier. Et dès le 2 mars 2020, le premier cycle de négociations relatives au futur partenariat entre le Royaume-Uni et l'Union européenne commence, suivi malgré la crise sanitaire par de nombreux cycles de négociations. Le 9e et dernier cycle de négociation a eu lieu le 2 octobre.
Nous sommes aujourd'hui le 3 décembre 2020 et l'Union européenne et le Royaume-Uni n'ont toujours pas conclu d'accord sur leurs futures relations. Ce qui ne veut pas dire qu'on va tomber dans le vide sidéral à la fin de la période fixée pour l'année 2020, qui est dite la période de transition. L'accord de retrait prévoit effectivement une période de transition qui a donc été relativement courte, puisqu'en fait, elle n'a duré que 11 mois entre la sortie et la fin de cette période de transition. Pendant ces 11 mois, toutes les règles relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale prévues par les règlements européens continuent à s'appliquer. À la fin de cette période de transition et en l'absence d'accord, c'est-à-dire le 1er janvier 2021, l'accord de retrait prévoit quand même de nouvelles mesures de transition. Donc, on ne va pas directement basculer dans la situation où le Royaume-Uni deviendrait brutalement un État tiers par rapport notamment à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les règlements de coordination en matière de sécurité sociale. C'est les différentes dispositions de ces accords de retrait qui concernent la sécurité sociale que Aurélie va maintenant détailler pour vous. Aurélie, je vous passe la parole. Merci Armelle. Effectivement, donc je vais vous présenter ce que prévoit l'accord de retrait, donc qui a été publié au journal officiel de l'Union européenne le 31 janvier 2020. Qu'est-ce qu'instaure cet accord de retrait? Il instaure un mécanisme protecteur qui est fondé sur un principe de continuité des droits acquis, de maintien des droits acquis en matière de protection sociale. Et cette continuité, elle va s'étendre au-delà de la période transitoire, soit après le 31 décembre 2020. Elle va concerner cette continuité des droits, autant les citoyens de l'Union européenne au Royaume-Uni qui, étant en situation de mobilité au 31 décembre 2020, que les ressortissants britanniques en Union européenne, c'est-à-dire, entre guillemets, ou autrement dit, les citoyens qui résident ou travaillent au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020 et les ressortissants britanniques sur les territoires d'un État membre de l'Union européenne, donc en France, aussi au 31 décembre 2020. Il y a trois types de situations. Donc, la première situation concerne les personnes qui se trouvent toujours en situation transfrontalière entre l'Union européenne et le Royaume-Uni au 31 décembre 2020. Donc, on vous a mis des exemples pour illustrer cette situation, ces différents cas. Ça va être le cas d'un retraité britannique qui réside en France, qui continuera de percevoir sa pension britannique en France et qui sera couvert pour ses soins de santé. Il sera pris en charge par le régime français pour le compte du Royaume-Uni. C'est aussi le cas donc d'un travailleur frontalier qui réside en France et qui travaille au Royaume-Uni et qui sera toujours couvert par le Royaume-Uni pour ses soins de santé. Donc, dans ces deux types de situations, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en vertu des principes du droit acquis, on maintient les règles de coordination tant que la situation transfrontalière perdure, il faut qu'il y ait une continuité des droits. Dans la deuxième situation, ce sont les personnes qui ont acquis des droits avant le 31 décembre 2020, mais dont la situation transfrontalière est terminée. C'est le cas, par exemple, d'un assuré, d'une personne qui a travaillé au cours de sa carrière dans différents pays, donc au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, donc dans les pays des règlements européens de coordination, avant la période de transition. Il faut vous rassurer, les périodes seront bien prises en compte pour le calcul de la pension au moment où la personne ira liquider sa prestation, ou ira liquider ses droits à retraite. C'est l'accord de retrait qui maintient le principe de totalisation-proratisation, comme c'est le cas aujourd'hui dans le cadre des règlements européens. Donc, continuité, maintien des droits acquis, qui est un principe très important de l'accord de retrait. La troisième situation, c'est les personnes qui se trouvent en situation transfrontalière temporaire. Donc, on vous a illustré aussi, donc c'est le cas d'un touriste britannique qui est en séjour temporaire en France, c'est le cas d'un travailleur détaché français au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020, c'est le cas d'un patient britannique autorisé à recevoir des soins programmés en France. Dans ces trois situations, on a une situation temporaire qui a déjà commencé avant le 31 décembre 2020, qui va se poursuivre au-delà de cette date. Et donc, l'accord de retrait garantit les droits, va permettre une continuité des droits jusqu'à la fin de la situation transfrontalière. Donc, c'est-à-dire jusqu'à la fin
de la période de détachement jusqu'à la fin du séjour touristique en France et jusqu'à ce que la personne, le patient, ait reçu ses soins programmés. Voilà. Donc, les 3 types de situations prévues par l'accord de retrait. Donc, pour la suite, on a prévu quelques questions qui nous reviennent assez régulièrement de la part des travailleurs, des assurés. Donc, on en a sélectionné un certain nombre qu'on va vous présenter. Et puis, par la suite, on répondra évidemment à vos questions. Et je laisse la parole à Armelle. Merci beaucoup Aurélie. Donc, on a essayé effectivement de sélectionner quelques-unes des questions qui nous revenaient le plus souvent. Et j'espère que de cette manière-là, déjà, nous allons pouvoir répondre aux questions peut-être que vous posez de votre côté. Prenons le cas d'une personne qui est titulaire d'une pension britannique et uniquement d'une pension britannique et qui réside habituellement en France. Cette personne réside déjà en France actuellement, donc avant la fin de la période de transition, et elle s'interroge sur sa couverture maladie à compter du 1er janvier 2021. On est typiquement dans le cas où la situation est inchangée et donc les droits sont préservés. Dans ces cas-là, l'accord de retrait prévoit que la situation étant inchangée, la couverture d'assurance maladie et les conditions dans lesquelles la personne est assurée ne changent pas. Elle continue donc à bénéficier des prestations dans les mêmes conditions qu'actuellement. En effet, les règles européennes de coordination de sécurité sociale continuent à s'appliquer à cette personne-là qui n'a pas changé de situation après le 31 décembre, qui est la fin de la période de transition, au titre de ses droits acquis. Et notamment, les règles européennes prévoient que si vous êtes pensionné dans un seul État, pensionné de retraite dans un seul État et que vous résidez sur le territoire d'un autre État membre, c'est l'État qui est débiteur de la pension, qui verse donc votre pension, qui est compétent également en matière d'assurance maladie. La règle européenne est que, effectivement, la personne qui perçoit une pension de retraite bénéficie également de la part du même État des droits à l'assurance maladie. Donc, les frais de santé qui seront généralement dus en France, puisque la personne réside en France, continueront à être pris en charge par la sécurité sociale française, mais au nom du Royaume-Uni. Il n'y a donc pas de changement de cette situation-là. La personne reste affiliée au Royaume-Uni, mais c'est bien sûr qu'il va prendre en charge sa situation. Deuxième question fréquente, c'est le cas où on a eu des périodes d'activité en France et au Royaume-Uni. Donc, ces périodes d'activité ont été cotisées dans les deux pays et vont donner lieu à des retraites britanniques et françaises. La question que se posent beaucoup d'assurés, c'est savoir si ces périodes pourront être prises en compte à compter du 1er janvier 2021. Là aussi, on a une situation de droit acquis. Toutes les périodes d'activité effectuées avant le 1er janvier 2021 seront prises en compte dans le cadre de l'ouverture et du calcul des droits à la retraite, à la fois en France et au Royaume-Uni, quelle que soit la date effective de liquidation de votre retraite. Ça veut dire que même si vous demandez la liquidation de votre retraite dans 5 ans, bien après la sortie du Royaume-Uni, les deux périodes vont être prises en compte. Si vous continuez à travailler au Royaume-Uni après le 31 décembre, l'accord de retrait prévoit que la coordination continue à s'appliquer puisque vous étiez dans cette situation-là avant le 31 décembre. Vos périodes travaillées au Royaume-Uni avant et après les dates seront donc bien prises en compte, ainsi que les périodes françaises pour l'ouverture et le calcul des droits à la retraite. Enfin, dernière question fréquente que je vais aborder maintenant, c'est celle des étudiants. Un certain nombre d'étudiants s'inquiètent également de leur situation, donc des étudiants transfrontaliers. Un étudiant qui part étudier avant le 31 décembre, on a pris l'exemple un petit peu caricatural du 27 décembre 2020, il va faire un trimestre au Royaume-Uni et il va rester au Royaume-Uni jusqu'au 15 décembre 2021. Il a une CEAM délivrée par le régime français. Peut-il l'utiliser? L'accord de retrait, là aussi, protège les droits des étudiants qui résident habituellement en France et qui sont partis étudier au Royaume-Uni avant le 31 décembre. L'étudiant pourra donc continuer à bénéficier des droits attachés à sa carte européenne d'assurance maladie au Royaume-Uni où il poursuit ses études pendant toute la durée du cursus. Cependant, ce qui n'est pas encore totalement déterminé,
c'est la forme que prendra cette nouvelle CEAM. En effet, il est possible que de nouvelles cartes européennes d'assurance maladie soient délivrées par les régimes français après le 1er janvier, avec une mention distinctive pour bien mentionner que cette personne bénéficie des droits acquis du fait de la période de transition. Aurélie, je vous laisse prendre la dernière question. Oui, tout à fait. Parmi les questions fréquentes, nous en avons évidemment beaucoup sur le détachement. Donc, nous avons pris le cas d'une personne qui est détachée du régime français au Royaume-Uni, qui est titulaire d'un formulaire A1, d'un document portable A1, et qui se dit quel sera son régime de sécurité sociale dès le 1er janvier 2021. Si son détachement au Royaume-Uni a débuté avant le 1er janvier 2021, il pourra se poursuivre jusqu'à la fin de la mission indiquée sur le document portable A1. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous présentais les situations. Ça fait partie des situations qui ont commencé avant le 1er janvier 2021 et qui se poursuivent après le 1er janvier 2021. C'est des missions temporaires, mais qui vont aller jusqu'à la date de fin du détachement, même si c'est postérieur au 31 décembre 2020. Le document portable A1 conservera donc tous ses effets, donc effets juridiques jusqu'à la date indiquée, et il sera maintenu au régime de sécurité sociale français. À compter du 1er janvier 2021 et en l'absence d'un accord, dans le cadre actuel, il ne sera plus possible de détacher un salarié du régime français vers le Royaume-Uni. Voilà, donc ça, c'était des questions fréquentes qu'on a aussi en matière de détachement. Donc, l'accord de retrait prévoit un cadre, mais n'en demeure pas moins qu'il y a un certain nombre de difficultés qui ont déjà été identifiées et sur lesquelles nous travaillons donc bien sûr avec les ministères. Nous allons lister pour illustrer ces difficultés. Donc, bien, il y a la fin d'une situation transfrontalière qui n'est pas toujours prévisible, comme vous pouvez, je pense, l'imaginer. La notion de sans interruption pour une situation transfrontalière n'est pas clairement définie dans l'accord de retrait et je pense qu'il y a un peu de difficulté pour bien cerner cette notion. Et puis, il y a le ressort des ressortissants britanniques inactifs pour lesquels l'accord de retrait ne prévoit pas de disposition et donc qui devront être en possession d'un titre de séjour qui leur permet de résider en France comme tout ressortissant d'État tiers. Donc ça, c'est les 3 premières difficultés identifiées, donc sur lesquelles, bien sûr, nous travaillons. Les autres difficultés identifiées, c'est que les situations transfrontalières qui impliquent les ressortissants de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, donc des pays de l'UE et de la Suisse, pour lesquels les règlements jusqu'à présent européens de coordination s'appliquaient, ne sont pas couvertes par l'accord de retrait. Donc, il va devoir avoir des accords qui vont être conclus avec ces États, respectivement entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. À ce stade, malheureusement, on n'a pas de date connue pour la conclusion de tels accords et donc du coup, on est un peu dans le flou et l'incertitude des droits pour ces personnes concernées à compter du 1er janvier 2021. Et voilà, comme Armelle l'a déjà un peu évoqué et je pense que vous l'avez noté, c'est qu'on va avoir un petit souci de distinction dans les cartes européennes d'assurance maladie encore valides et de celles qui ne le seront plus au 1er janvier 2021. Donc les services, bien évidemment, côté français mais côté britannique, travaillent sur ces sujets-là pour mettre en œuvre des procédures et des instructions à destination des organismes pour que tous les assurés soient en possession de cartes valides et selon leurs droits. Donc nous avons fini la présentation voilà du cadre général et en abordant des questions fréquentes que nous nous rencontrons et sur les difficultés. On vous a mis les ressources du Brexit. Donc vous pouvez retrouver sur notre site du CLES une FAQ, une foire aux questions avec un certain nombre de situations déjà identifiées où vous pouvez retrouver les réponses en français et en anglais. Vous avez aussi bien sûr un dossier Brexit
qui vous donne un état des lieux des négociations, de l'avancée du futur accord, donc un certain nombre d'informations importantes. Et puis, vous pouvez aussi retrouver des informations sur le site brexit.gouv.fr et puis sur le site du Royaume-Uni. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur notre site cles.fr et puis nous faisons régulièrement des informations via notre compte Twitter que vous pouvez retrouver sur le slide. Et puis nous avons aussi un certain nombre d'informations, de vidéos sur notre chaîne YouTube que vous pouvez aussi consulter quand vous le souhaitez. Voilà. Voilà, nous avons fini la présentation dans les temps qui nous étaient impartis, donc c'est parfait. Voilà. Donc le timing est respecté et donc on va pouvoir avec Armelle répondre à vos questions. Et on voit qu'on a déjà pas mal de questions, donc c'est bien. Merci beaucoup Aurélie. Je vais prendre déjà la première question, la question de Kevin. Donc Kevin nous dit: je travaille à Bristol depuis 6 ans où je vais encore rester quelques années. Est-ce que je continuerai à bénéficier des soins de santé au Royaume-Uni après le 1er janvier? Donc moi je vais réinterpréter votre question, Kevin, si vous me permettez. Donc j'imagine que vous êtes français, d'ailleurs vous vous exprimez dans un français parfait. Et votre question, c'est de savoir comment seront traités les Français après le 1er janvier. Donc si vous travaillez déjà depuis longtemps, si vous êtes résident au Royaume-Uni, vous bénéficiez du NHS, cette situation ne va pas changer. Vous pouvez continuer à bénéficier des soins de santé auprès du NHS. Et la seule démarche que vous allez avoir à faire, c'est par rapport à votre droit au séjour, mais j'imagine que vous avez déjà fait cette démarche. Et je laisse Aurélie prendre la deuxième question. Oui, donc je vais prendre la question de Claire qui nous indique avoir travaillé comme expatriée à Liverpool de mars 2017 à juin 2019 et qui se demande si elle risque vous risquez de perdre vos cotisations retraite versées en Angleterre. Donc, on va vous rassurer tout de suite, non, vous ne perdrez pas vos cotisations retraite. Comme vous avez pu le voir dans la présentation, Armelle a abordé une question qui nous est fréquemment posée sur les droits à retraite. Et compte tenu de la continuité des droits acquis que prévoit l'accord de retrait, toutes vos périodes d'activité, donc les cotisations qui donnent lieu après à période d'assurance d'activité, seront bien prises en compte pour le calcul de votre retraite une fois que vous liquiderez vos droits à retraite. Donc, aucune crainte, vos cotisations retraite ne seront pas perdues. Merci Aurélie. Je vais prendre la question suivante. Alors, je suis désolée, je n'arrive pas à lire le nom de la personne. Alors moi, je vois Gilles, mais Gilles, voilà. Je vais répondre à la question de Gilles. Quel est l'avenir de la carte EIC, comme nous appelons en français CEAM, carte européenne d'assurance maladie? Donc, c'est un sujet que nous avons déjà abordé, qui effectivement fait l'objet de beaucoup de questions. Donc, en fait, la question, il ne faut pas se la poser de cette façon-là, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se poser la question de la carte elle-même, mais bien des droits qui seront ouverts. Comme nous vous l'avons indiqué, dans la mesure où vous êtes dans une continuité, que vous bénéficiez déjà aujourd'hui d'une carte européenne d'assurance maladie, j'imagine que vous êtes affilié côté Royaume-Uni au NHS et que vous vous rendez pour des séjours temporaires en Europe, vous pourrez continuer à bénéficier des mêmes droits dans la mesure où il s'agit de quelque chose de temporaire. Ensuite, nous espérons que très rapidement, un nouvel accord de sécurité sociale pourra être conclu entre le Royaume-Uni et les pays de l'Union européenne, ce qui permettra de façon beaucoup plus stable et beaucoup plus pérenne éventuellement d'accorder les mêmes droits qu'aujourd'hui, mais tout ça dépendra effectivement d'un futur accord dont nous ne connaissons pas encore les contours. Merci. Donc, je vais prendre la question suivante. C'est la question de Sylvie. Qui expose sa situation. Je prends connaissance de votre situation. Donc votre mari est britannique, vous êtes française et vous voulez passer 6 mois en France dans votre maison de famille. Vous avez raison, la France c'est un joli pays. Et vous vous demandez quelle sera votre couverture sociale. Donc je suppose en lisant votre question que vous êtes résidente au Royaume-Uni et que vous voulez venir passer quelques mois en France de vacances. Donc il faudra au moment de votre départ, il faudra faire une demande de carte européenne d'assurance maladie.
Cela suppose aussi que vous aurez fait tout le nécessaire auprès de l'organisme britannique pour votre droit au séjour. Donc ça, Armelle vient de l'expliquer juste avant dans la question précédente. Et vous aurez une carte européenne d'assurance maladie pour votre séjour temporaire en France. Voilà. Il faudra contacter l'organisme britannique. Voilà. Je vais maintenant prendre la question de non, je n'arrive pas bien à lire le nom, mais la question, je suis française au Royaume-Uni depuis 20 ans. Je compte rentrer définitivement en France après le 31/12. Donc là, on a la question d'une personne qui va changer de situation précisément après la fin de la période de transition. Et votre question est, vais-je pouvoir prétendre à une couverture de santé sociale en France ? Donc, dans la mesure où vous êtes française, naturellement, vous n'aurez pas à faire de démarche au titre du séjour. Vous êtes bien entendu bienvenue dans notre beau pays. Vous pourrez donc vous établir en France sans aucune difficulté. Je ne sais pas si vous avez aussi une partie de votre famille qui est britannique. Dans la mesure où vous rentrez en France, vous serez, la règle ne change pas. Une fois que vous êtes rentré en France, tout dépend bien sûr si vous avez aussi acquis des droits aussi en Grande-Bretagne, par exemple des droits à la retraite. Mais si vous n'avez acquis aucun droit qui vous permettrait de bénéficier d'une couverture venant du Royaume-Uni, à ce moment-là, au bout de 3 mois, vous pourrez prétendre à la PUMA en France, à condition bien sûr de devenir résidente permanente en France. Merci Armelle. Je prends une autre question. Donc on va aborder un autre thème puisqu'on va essayer de balayer un peu tous les cas et toutes les questions. Je vois qu'il y a des questions en matière de détachement. Jean nous pose une question sur la limite de la validité du formulaire A1, 2 ans. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, et c'est important de le rappeler, une personne qui a été en détachement, donc détachée, la situation se perdure après le 31 décembre, donc jusqu'à la date de fin de la période de détachement, et ça sera la date de fin de validité du formulaire A1. Voilà. Alors, une autre question sur les étudiants, mais cette fois-ci, on parle des étudiants britanniques arrivés en France avant le 31 décembre, avec donc une carte européenne délivrée par les autorités britanniques. Resteront-ils couverts avec cette carte européenne au-delà du 1er janvier? Et si oui, jusqu'à quelle date? Donc, on est dans la situation inverse de celle que nous avions évoquée tout à l'heure. Oui, les étudiants britanniques arrivés en France pourront continuer aussi à bénéficier des mêmes droits qu'auparavant, dans la mesure où ils ont commencé leur cursus avant le 31 décembre, et ils bénéficieront donc des droits attachés à leur statut d'étudiant jusqu'à la fin de leur cursus en France. Et donc, ils seront, la seule question qui se pose, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, est éventuellement d'un changement de forme de cette carte, mais sur le fond et sur leurs droits, ça ne change rien, ils continuent à être assurés auprès du régime britannique. Alors, je vais prendre une autre question. Alors, c'est vrai que, excusez-nous, mais c'est pas évident de voir les prénoms. Donc, je vais prendre une question sur la retraite, où on nous demande si à partir du 1er janvier, les périodes travaillées au Royaume-Uni comptent-ils pour la retraite. Alors, comme on l'a expliqué, il y a un maintien de droits acquis pour les périodes ayant été effectuées antérieurement, donc avant le 31 décembre 2020. Pour les périodes travaillées à partir du 1er janvier au Royaume-Uni, elles ne seront à ce stade, par rapport à ce qu'on sait, en tout cas dans l'application de l'accord de retrait, non, elles ne seront pas prises en compte pour la retraite, mais on l'espère, et c'est pour ça que je vous donne un espoir, parce qu'on ne va pas rester, je pense, dans cette situation d'un simple accord de retrait, et que l'objectif pour l'Union européenne, c'est de conclure un accord avec le Royaume-Uni. On espère que cet accord prévoira la totalisation des périodes effectuées postérieurement au 1er janvier 1er janvier 2021. Voilà. Mais pour le moment, on est un peu dans l'incertitude parce qu'on n'a toujours pas l'accord Union Royaume-Uni. On est dans le cadre de l'accord de retrait. Donc sur le maintien des droits acquis. Merci beaucoup. Je vais prendre la question de Cyril qui nous pose à nouveau une question sur le détachement. Mon employeur britannique a récemment fait une application A1 pour me détacher vers la France.
Pouvez-vous confirmer que mon employeur ne sera pas assujetti aux charges patronales françaises beaucoup plus élevées et continuera à payer la National Insurance anglaise beaucoup moins élevée pour une période de 2 ans? Oui, donc là, on est à nouveau sur la question du détachement. Le principe même du détachement, c'est que la personne qui est détachée, envoyée par son employeur dans un autre pays pour une mission dont la durée est normalement inférieure à 24 mois, ou jusqu'à 24 mois éventuellement après une prolongation exceptionnelle, le principe même du détachement, c'est que ce salarié reste assujetti au système de sécurité sociale de son employeur. Donc, par principe même, dans la mesure où vous êtes détaché et que ce détachement a commencé avant le 31 décembre, vous pouvez continuer à bénéficier des mêmes conditions de détachement, c'est-à-dire que vous êtes bien, comme vous le faites remarquer, vous êtes bien assujetti au Royaume-Uni, votre employeur paye les cotisations sociales au Royaume-Uni et vous pouvez rester en France sous la couverture de ce formulaire A1 pour les 2 années comme prévu. Alors, je regarde les questions. Alors, il y a une question où on nous demande… Alors, attendez, parce que il y a des questions, on a des questions, mais qui se répètent. Donc, on essaye de sélectionner pour que vous ayez un panel de réponses, différentes. Donc là, voilà. Il y a une question en matière aussi de détachement où il y a une personne, donc Fabienne, qui nous dit que son conjoint a un contrat de détachement qui se termine le 31 mars. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, son document portable A1 sera valable jusqu'au 31 mars, fin de la période de détachement. Mais elle nous pose une autre question, nous disant qu'il certainement il y aura un avenant qui se prolongera de 1 an. Est-ce que ça change quelque chose en termes de sécurité sociale? Oui, parce qu'en fait, il n'y aura plus après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va aller jusqu'à la fin de la période de détachement. Et ensuite, la personne relèvera du régime britannique, puisque je suppose dans la situation que la personne réside, c'est pas que je suppose, c'est que c'est indiqué que la personne réside au Royaume-Uni. Voilà. Je vois une question de CBE. Un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est-il bien en cours de discussion? Peut-on espérer une entrée en vigueur avant la fin de l'année? Merci. Alors ça, c'est vraiment une question difficile. Il y a bien un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui est en cours de discussion. Sera-t-il adopté? Je n'en sais rien. En tout état de cause, en ce qui concerne la sécurité sociale, il y aura négociation de ce qu'on appelle habituellement une convention bilatérale, mais là qui sera multilatérale et qui abordera spécifiquement la sécurité sociale. Et là-dessus, nous n'avons encore aucun indice. Donc, en matière de sécurité sociale, je ne peux pas vous répondre. Il y aura, je l'espère, avant le 31 décembre, un accord global, mais sur les dispositions spécifiques de la sécurité sociale, il faudra sans doute attendre encore un petit peu de temps. Alors, une autre question, et je pense que on va le répéter, puisque apparemment ça peut-être pas été assez clair, notamment concernant les étudiants. On nous demande si les étudiants français qui partiront au Royaume-Uni après le 1er janvier 2021, donc, seront-ils couverts? Alors, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, on a une notion qui est très importante, c'est la continuité des droits acquis. Donc, si l'étudiant est parti avant le 31 janvier 2021, on considère qu'il est toujours en situation transfrontalière et donc il fait partie de l'accord de retrait et donc il y a une continuité des droits acquis. S'il part étudier au Royaume-Uni après le 1er janvier 2021, il n'est pas du coup visé par l'accord de retrait et donc là il devra s'assurer et de prendre une assurance volontaire pour son risque maladie auprès de la Caisse des Français de l'étranger notamment. Voilà. Alors, je vois que Suzanne Serand nous pose une question sur les règles pour le chômage. Pourriez-vous clarifier les règles pour le chômage? Donc, pour le chômage, contrairement à ce que nous faisons en France, nous considérons que le chômage ne fait pas partie de la sécurité sociale. Le chômage est bien inclus de façon générale dans les règlements européens de coordination. Donc, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent que pour les autres droits à la sécurité sociale, puisque les règles concernent l'ensemble de la protection sociale. Ce qui signifie très concrètement que les droits acquis
par des périodes travaillées dans l'un ou l'autre pays avant le 31 décembre pourront continuer à être exploités après le 1er janvier. Il y aura donc bien totalisation des périodes travaillées pour calculer les droits au chômage, puisqu'on sera là aussi dans une notion de continuité. En revanche, pour ce qui est des nouvelles situations après le 1er janvier, il faudra attendre de savoir quelles sont les nouvelles règles. On pourra donc totaliser effectivement les périodes. Alors, ensuite. Alors, il y a une personne qui souhaite clarifier un point. C'est Noé qui dit qu'il a travaillé jusqu'au 31 décembre au Royaume-Uni sans être en situation de détachement. Dois-je comprendre que les trimestres travaillés après ne seront pas comptabilisés pour ma retraite? Alors, cette personne a travaillé jusqu'au 31 décembre 2020, donc ces périodes seront bien prises en compte pour sa retraite. Il faut que vous soyez rassurés, hein, Noé. Toutes les périodes d'activité faites au Royaume-Uni avant le 31 décembre sont bien prises en compte. Lorsque tout à l'heure je disais, c'est par exemple si une personne commence à travailler au Royaume-Uni après le 1er janvier 2021, ces périodes-là, à l'heure actuelle, on est, comme le disait Armelle, dans la mesure où on ne sait pas la teneur du futur accord qui est en cours de négociation, donc il faut vous rassurer du futur accord qu'il y aura entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, on ne peut pas dire qu'il y aura une prise en compte des périodes. Donc pour l'instant, on est dans l'incertitude vis-à-vis des périodes accomplies après le 1er janvier 2021 pour les nouveaux travailleurs. Donc, je vois que Corentin nous pose une question. Bonjour, quelles sont les exigences en matière d'assurance santé pour obtenir un droit de séjour en France pour les Britanniques? Je me serais plutôt attendue à ce que vous posiez la question dans l'autre sens, c'est-à-dire que en réalité, la question va se poser pour les résidents britanniques. Alors, tout dépend, bien sûr, s'ils étaient déjà résidents en France avant le 31 décembre ou pas. Mais de façon générale, la question qui va se poser pour les Britanniques qui vont arriver en France ou qui sont en France, ce sera plutôt celle du droit au séjour et des titres de séjour qui permettront de s'inscrire à l'assurance maladie, de s'inscrire de façon générale à la sécurité sociale en France. Donc nous ne sommes pas des spécialistes du droit au séjour, néanmoins nous allons dans toute la mesure du possible essayer de mettre sur notre site un certain nombre d'indications, puisqu'il y a des décrets qui viennent de paraître, sur les titres de séjour qui permettront aux Britanniques de résider en France, et à partir du moment où ils seront résidents dans des conditions stables et régulières, qui s'installent en France et qu'ils ont un titre de séjour, ils seront, comme tous les résidents, ils auront la possibilité d'avoir l'assurance maladie, soit comme travailleurs, soit comme inactifs, soit comme retraités. Mais en fait, la question se posera plutôt, comme je vous dis, dans l'autre sens. Dans la mesure où ils seront résidents en France, il n'y aura pas de difficulté, ils seront traités comme les nationaux. Donc, je vais continuer, prendre une autre question. Je vois que Béatrice nous pose une question en nous demandant où elle nous donne une information selon l'ambassade française qui a donné cette information. Effectivement, pour les Français qui retournent vivre en France, qui peuvent s'enregistrer à la sécurité sociale de suite et n'auront pas à attendre 3 mois comme d'habitude. Effectivement, les assurés qui vont revenir doivent demander à s'inscrire. Il y a, comme le dit Armelle, un décret qui est paru et il faut s'inscrire. Vous avez une tolérance jusqu'au 1er juillet 2021 pour demander votre titre de séjour et qui devra être, les personnes devront être titulaires de ces titres de séjour au 1er octobre 2021. Mais vous avez jusqu'au 1er juillet 2021. Donc il y a effectivement une latence et une souplesse de ce côté-là. Pardon, je cherche effectivement s'il y a des questions qui n'ont pas du tout traité. Donc, on a déjà traité effectivement les questions de carte européenne d'assurance maladie. Là, je vois une question qui portait plus particulièrement pour les travailleurs indépendants, self-employed. Ah oui, c'est bien ça. Ouais. Bonjour, est-ce que les self-employed en Angleterre pourront continuer à utiliser la CEM lors d'un déplacement transfrontalier? Donc, pour les travailleurs indépendants, les règles sont les mêmes que pour les autres travailleurs. C'est-à-dire que si on est dans la continuité
de la situation précédente, il y aura aussi une continuité des droits. La question, comme le mentionnait Aurélie tout à l'heure au titre des difficultés, c'est précisément quelles seront les règles très précises qui permettront de dire qu'une situation est en continuité. Mais il n'y a pas a priori de différence entre un travailleur indépendant et un travailleur salarié. Donc, nous continuons les questions. Une petite question juste pour préciser rapidement, mais Clarisse nous demande qu'est-ce qu'un formulaire A1. C'est un document portable, c'est-à-dire un document lequel l'assuré voyage et qui atteste de la législation auquel il est affilié. Voilà ce qui est un document A1. Effectivement, tout le monde ne connaît pas forcément le document portable A1. Je voyais que une question sur, alors, pardon, j'ai perdu la question, mais oui, ça y est, pardon, je l'ai retrouvée. Nous avons une question. Bonjour, est-il possible de cotiser et bénéficier des deux systèmes de sécurité sociale travaillant dans deux pays en tant qu'indépendant? Alors, un des grands principes de l'Union européenne, c'est l'unicité de la législation applicable. Donc, en principe, le grand principe, c'est que on cotise dans un seul pays, on est affilié dans un seul pays. Ce pays, en général, la règle, c'est que c'est la lex loci laboris, l'endroit où on travaille. Si éventuellement on travaille dans deux, on est en situation de pluriactivité. Et là aussi, la règle, c'est l'unicité de la législation applicable. Néanmoins, il peut y avoir un petit bémol. C'est peut-être à ça que vous pensez dans votre question. C'est le cas où, ayant déjà travaillé en France, vous êtes parti ensuite travailler au Royaume-Uni, vous êtes affilié au Royaume-Uni et vous avez pu continuer à cotiser grâce à la Caisse des Français de l'étranger. Dans ces cas-là, effectivement, vous pouvez continuer à bénéficier de la sécurité sociale française, mais c'est une exception et la règle, c'est toujours l'unicité de la législation applicable, que vous soyez travailleur salarié ou travailleur indépendant ou inactif. Donc, on va prendre les dernières questions. On est désolé parce que on voit qu'il y a beaucoup de questions et auxquelles on peut pas répondre. Bon, on a essayé de balayer un champ assez large avec Armelle. Donc, on va prendre les dernières questions. Je vais en prendre une dernière et puis Armelle en prendra également une. Et je vais en prendre une parce que je pense qu'il y a une incompréhension sur la retraite et la totalisation proratisation. Je pense que c'est une question qui nous revient souvent, nous, au CLES. Je pense que c'est une question qui est importante pour vous, pour savoir les périodes que vous avez travaillé à l'étranger, si elles seront bien prises en compte. Je reviens sur je reprécise, une personne qui est en situation transfrontalière, donc qui travaille actuellement et qui continue à travailler, ces périodes sont bien prises en compte pour son droit à retraite lorsqu'elle demandera sa retraite. Les périodes qui seront accomplies à compter du 1er janvier 2021 à nouveau travailleur, celles-ci ne seront pas prises en compte, sauf dans le futur accord, mais ça, on ne le sait pas encore. Voilà, je préférais repréciser parce que j'ai l'impression qu'il y avait une incompréhension et c'est un sujet important. Voilà. Alors, je vais prendre effectivement la toute dernière question et puis en nous excusant d'avance de ne pas pouvoir prendre les nombreuses questions qui restent encore en attente. Pourriez-vous couvrir les règles sur les congés maternité qui n'a pas été encore abordé? Merci. Donc, ce que les congés maternité, c'est ce que nous appelons nous des prestations en espèces. La question est un petit peu générale parce que je ne sais pas à quel endroit vous êtes affilié. Mais pour les prestations en espèces, là aussi, on est dans la continuité des droits, c'est-à-dire que si vous avez totalisé des périodes dans le système dans lequel vous êtes couverte qui vous permettent d'avoir droit à un congé maternité, ces périodes ne sont pas perdues si elles ont été effectivement accomplies avant le 31 décembre. Et donc, l'ouverture des droits obéit aux mêmes règles si ces périodes ont été cotisées avant cette date-là. Je vous remercie beaucoup tous. Je suis désolée que nous n'ayons pas pu répondre à toutes les questions. Toutes les personnes vont recevoir l'adresse pour le replay. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet, incles.fr, et à consulter notre foire aux questions qui permet de répondre à un certain nombre de questions et de situations auxquelles on n'a pas pu répondre pendant ce webinaire. Nous sommes désolés, mais voilà, nous avons un temps imparti et nous avons essayé de faire au mieux. Voilà. Merci à vous pour votre participation.